Oui, monsieur. Bien. Je pense que le plus grand cadeau que des parents puissent faire à leurs enfants, c'est l'éducation, puisque c'est un outil qu'ils porteront avec eux pendant toute leur vie. Et dans un monde qui est de plus en plus difficile, où la concurrence est de plus en plus parfois violente et dure entre des pays pour le marché de l'emploi, l'éducation est la meilleure chance qu'on puisse donner à des enfants pour leur avenir. Bien entendu, ça a un prix, et parfois le prix est élevé, et donc cela dépend des moyens financiers des parents, de savoir s'ils pourront les scolariser dans des lycées de plus ou moins grand prix. Ça c'est difficile à évaluer. Maintenant, dans l'éducation, la langue joue une place importante, parce que c'est un accès à différents modes de pensée, c'est un accès à différents modes de représentation du monde. C'est donc une ouverture sur ce qui est aujourd'hui essentiel, la diversité culturelle et linguistique. Donc un enfant qui a la capacité d'évoluer au milieu de plusieurs langues et au milieu de plusieurs cultures a un avantage considérable sur d'autres enfants. Et dans le monde d'aujourd'hui, l'apprentissage des langues fait partie des bagages essentiels. D'accord. C'est n'importe quelle langue. L'apprentissage des langues. En France, nous parlons d'abord et avant tout de diversité culturelle et linguistique. Il faut savoir que la France est, avec le Canada, le pays, enfin ce sont les deux pays, qui ont fait reconnaître l'importance de la diversité culturelle et linguistique à l'UNESCO. C'est donc la charte sur la diversité culturelle qui a été, je crois, votée dans les années 2002-2003 à l'UNESCO. C'est une victoire de la France et du Canada. D'accord. Montrer comment dans le monde d'aujourd'hui, il y a un côté écologique aussi, un peu comme la planète doit être préservée dans sa diversité écologique, les plantes, les animaux, eh bien la planète humaine doit être préservée dans sa diversité culturelle et linguistique. Une des particularités de la langue française, c'est que de par l'histoire de la France, qui est un pays qui a essaimé dans beaucoup d'autres pays, qui a eu des contacts avec des quantités d'autres pays de par son histoire, la France est un peu aujourd'hui un des principaux défenseurs de la diversité culturelle et linguistique. D'accord. Dans le monde d'aujourd'hui, en plus, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, les gens sont plurilingues. Plusieurs Africains parlent la langue de leur village, une langue africaine importante, et parfois en plus de ça le français ou bien l'anglais. Donc cette diversité linguistique existe, mais il faut aujourd'hui la valoriser et puis la développer au niveau des systèmes éducatifs. Alors quand les systèmes éducatifs ne sont pas toujours, pour des raisons économiques, en mesure de développer cette diversité linguistique, eh bien il existe des institutions comme l'Alliance française, qui est remarquable par sa longévité. L'Alliance française date de 1883. Oui, bien sûr. Ça fait 130 ans. C'est extraordinaire comme longévité. Plus de 1000 alliances dans le monde, et ce sont des institutions qui ont comme principal objectif justement la promotion de la diversité culturelle et linguistique. D'accord. Pour juste bien concentrer sur l'objectif d'apprendre la deuxième langue étrangère, au Canada par exemple, c'est un pays bilingue. C'est officiellement bilingue. Officiellement bilingue.
Mais combien de populations au Canada sont francophones? Vous avez déjà à peu près 7 millions et demi de Québécois francophones sur 26-27 millions de Canadiens. Et puis après, vous avez des communautés francophones dans, bien sûr, dans le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, le Nouveau-Brunswick est le seul État, la seule province du Canada qui est officiellement bilingue. C'est-à-dire qu'au Canada, vous avez l'État fédéral qui est bilingue, officiellement, mais ensuite toutes les provinces sont unilingues. Le Québec a comme seule langue officielle le français, et toutes les autres provinces ont comme seule langue officielle l'anglais. Il n'y a que le Nouveau-Brunswick qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors après, en Ontario, vous avez une communauté francophone de presque 500 000 francophones en Ontario. Donc, et puis après, en Alberta, vous avez une communauté francophone, quelques dizaines de milliers. Donc au total, je ne sais pas, peut-être 9 millions peut-être, plus de 9 millions de francophones. Et est-ce que vous allez donner le même argument que les autres dans d'autres pays, qu'un Canadien doit, avec deux langues, est plus privilégié qu'une langue? Moi, à l'Alliance française de Toronto, la plupart des jeunes qui venaient étudier à l'Alliance, et la progression de notre public, parce que chaque année on avait une progression de 3 à 5%, c'était surtout les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'immigration au Canada venant d'Asie, et beaucoup d'Indiens aussi, venant d'Inde ou de Bangladesh. Eh bien, ces familles avaient tout de suite compris que pour donner à leurs enfants les meilleures chances d'accès à des emplois, il fallait qu'ils soient bilingues. Et donc, beaucoup d'enfants étaient inscrits à l'Alliance française pour suivre des cours de français. C'était donc des enfants qui, à partir de 5-6 ans, on leur faisait apprendre le français. Et en Ontario, par exemple, un membre du gouvernement de l'Ontario me disait que plus de 50% des emplois qui étaient officiellement des emplois pour des bilingues n'étaient pas pourvus, parce qu'ils ne trouvaient pas des candidats qui correspondaient au profil. Et c'est pour ça que beaucoup de gens de la fonction publique au Canada, des administrateurs, donc des fonctionnaires, prenaient aussi des cours de français afin de pouvoir obtenir l'accès à des emplois bilingues qui n'étaient pas pourvus. Donc c'est une autre chance dans un pays comme le Canada. Parler français était une garantie de trouver un travail de bon niveau. D'accord. Et aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est différent, le pays anglophone et puis l'espagnol qui joue la deuxième langue et après le français. Comment ça s'évolue ici dans ce pays? Oui, alors aux États-Unis, l'espagnol est prédominant de par l'histoire des liens des États-Unis avec l'Amérique du Sud, de par les évolutions démographiques. Il y a une grande montée en puissance de la population hispanophone aux États-Unis. C'est évident partout, même maintenant à New York ou dans le nord des États-Unis. C'était vrai dans tous les États du Sud, mais maintenant même dans le nord, il y a de plus en plus d'hispanophones. Mais il n'empêche que le français reste une langue très appréciée, très recherchée, de par son ouverture internationale. Grâce au français, on peut trouver des emplois en Afrique, par exemple. On peut aussi, chez les jeunes Américains, il y a un grand intérêt pour les ONG, pour le travail de bénévolat, Peace Corps, etc. Et certains apprennent le français pour pouvoir servir pendant 1 an ou 2 dans des pays francophones. Donc la francophonie est un élément fondamental aux États-Unis. Il y a beaucoup de francophones aux États-Unis.
pas autant que l'hispanophones, mais D'accord. le nombre de francophones venant d'Afrique, du Maghreb, donc du Moyen-Orient, est assez important. D'Haïti, il y a énormément, il y a rien qu'à Miami, enfin en Floride, il y a plus de 500 000 Haïtiens. D'accord. Alors les Haïtiens parlent créole, peu d'entre eux parlent tout à fait couramment le français, mais enfin ils comprennent le français, ils ont des notions de français, pour la grande majorité d'entre eux. D'accord. Et donc toutes ces personnes peuvent valoriser leur maîtrise du français, ensuite à un niveau universitaire pour obtenir des crédits universitaires ou même pour obtenir des diplômes de high school, ce qu'on appelle des tests de langue, à un assez bon niveau. D'accord. Ok. C'est très bien. Donc, c'est ça l'évolution de la langue française aux États-Unis. Vous êtes. Ça enregistre toujours? Oui, vous pensez que vous allez vous occuper d'un poste à l'Alliance française dans un pays étranger bientôt ou bien. Oh non, moi je suis ici pour 4 ans au total. D'accord. Donc après on verra. D'accord, ok. Quel travail vous plaît beaucoup, à l'ambassade ou à l'Alliance française? Les deux, je veux dire, l'intérêt c'est dans le changement. L'intérêt dans le changement, c'est deux métiers complètement différents. D'accord. Mais vous aimez les deux. Oui, bien sûr. Vous avez quelques mots pour les gens de Bangladesh, puisque moi je représente le Bangladesh ici et c'est la première fois ma visite aux États-Unis et rencontre avec vous. Vous connaissez le pays, le Bangladesh? Par les images, par... Qu'est-ce que ça vous représente? Le Bangladesh, ça représente de vastes plaines, ça représente des rizières, ça représente des bustes, je crois, donc beaucoup de culture. Et ça représente aussi la menace de la montée des eaux. Oui. Ça, j'y suis très sensible. Je vous parlais d'écologie tout à l'heure. Oui. Je crois que le Bangladesh fait partie de ces pays qui sont aux avant-postes de ces grands problèmes climatologiques que va rencontrer la Terre. Et donc, voilà, je voulais simplement dire toute ma sympathie pour ces problèmes et en même temps toute mon admiration pour le courage, parce que je crois que c'est un peuple très courageux. Merci beaucoup et vous êtes toujours bienvenu au Bangladesh, chaleureusement, et on aimerait bien vous voir aussi là-bas, soit à l'ambassade, soit à l'Alliance française. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.